Ravi d'être là aujourd'hui parmi vous. Je m'appelle Arnaud Bessagnier. Donc, je suis doctorant en économie et je suis également salarié de l'IoT Valley. Alors, la première question qui s'est posée à moi quand j'ai été recruté, le premier défi, c'était de comprendre ce que c'est l'IoT. Alors, je souhaiterais, pour sonder comme ça, savoir qui aujourd'hui dans la salle peut me donner une définition précise, complète de ce que c'est l'IoT. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok, donc c'est bien que je sois en début de keynote. Donc, effectivement, c'est pas une réponse facile, parce que vous savez, donc en 1996, quand Internet est apparu, on n'avait pas forcément non plus les bonnes réponses. Et ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, il faudrait juste regarder la vidéo. Vous allez voir. Voilà, une petite pause. Nous sommes allés dans les rues pour vous demander qu'est-ce que vous pensiez d'Internet. Finalement, ça se passe bien, on regarde. Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, oh, je sais pas. Un système informatique de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. Voilà. Vous voyez, il est intelligent, mon copain. C'est des boîtes à terribles. La publicité? C'est un programme qui permet de savoir un peu tout. Internet, c'est le nettoyage. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Inter quoi? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. Internet Ouais. Ben je sais pas. J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, qu'il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça? Et qu'il faut un ordinateur pour ça, non? J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. Internet, c'est quoi? Je sais pas. Vous allez chez le coiffeur? Oui. Pour l'instant, c'est à refaire, c'est loupé là. Mais non. Si, si. Oui, il était temps que ça se finisse, on commençait à déraper. Bon, il y a beaucoup de choses, mais... Ok, donc vous avez pu le voir. Donc les réponses sont assez créatives pour le coup. Et donc, pour tout vous dire, moi en 96, j'aurais même pas pu donner un chouïa de cette réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 96, j'ai 4 ans et en fait, je rêvais d'être costumier. Alors, être costumier, bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 96, c'est déjà la fin du début de ma carrière dans le stylisme. Mais en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis 96, le monde, il a changé. Vous avez changé, j'ai changé, nous avons changé. Et Internet y est pour quelque chose. En 96, ma génération, elle n'imaginait pas qu'on pourrait communiquer, travailler, créer de la valeur avec Internet. Pourtant, aujourd'hui, ça semble assez évident. Aujourd'hui, on communique avec Facebook, WhatsApp, on travaille à distance avec les mails, avec Slack. Mais en fait, en 96, ma génération, elle n'imaginait pas qu'elle allait affronter un tel défi. Un défi d'une très grande ampleur. C'est celui de la raréfaction de nos ressources naturelles. Donc c'est un grand débat. Enfin, regardez juste autour de vous. On brûle nos ressources, on surconsomme, à outrance parfois. C'est pas beau à voir. Mais en fait, la question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Tout a commencé, en fait, c'est une histoire d'évolution des économies, de nos sociétés. Les premières grandes révolutions industrielles, elles ont donc été permises par l'extraction du charbon, l'extraction du pétrole, son raffinage. Aujourd'hui, c'est un désastre, on peut le voir. Enfin, tout est relatif, mais c'est un désastre pour moi. La deuxième révolution importante pour moi, ça a été celle d'Internet. Internet, ça a été permis par l'extraction de nos données personnelles. Donc, vous regardez ce que fait Facebook, Twitter. Regardez quand vous allez sur Tinder, ce qu'ils font de vos données personnelles. Et en fait, ce que je veux vous parler, c'est la nouvelle révolution. C'est celle, en fait, de la mesure du monde. Si on veut changer les choses, si on veut les améliorer, bien en fait, on ne peut que le mesurer. Et en fait, c'est cette révolution de la mesure-là qui est importante. Et en fait, cette révolution de la mesure, elle est rendue possible par l'extraction des données physiques de notre environnement. Les données de notre environnement. Et cette révolution, elle est rendue possible par l'IoT. Alors, on arrive au point sujet. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'IoT? Alors, à l'IoT Valley, nous avons une définition de ce que c'est l'IoT. C'est la capacité de mesurer le monde, de mieux le comprendre. Donc, passer d'une connaissance, excusez-moi, qui est empirique, à une connaissance basée sur la donnée. Donc, on connecte le monde, l'environnement au monde digital. Il y a une chose qui est importante à l'IoT Valley, c'est qu'on part toujours d'un capteur pour un usage, pour répondre à un problème.
un capteur, un usage, un problème. Mais si vous devez retenir qu'une seule phrase de ce que je vais vous dire aujourd'hui, bien c'est celle-ci. Donc je vais la lire parce que c'est pas moi qui l'ai écrite. L'IoT, sa définition, c'est une donnée terrain qui, remontée sur une plateforme métier, délivre un service. Ça, c'est la définition que nous, on emploie à l'IoT Valley. Alors, laissez-moi vous illustrer juste par quelques exemples ce que l'on entend par cette définition. Dans le secteur des transports des marchandises, aujourd'hui, 90% du commerce mondial, il est fait par voie maritime. Et on a besoin de suivre nos cargaisons. On a besoin de les suivre dans le monde entier, sur de très longues distances, et ça dans le temps. Et en fait, l'IoT peut optimiser ce cas d'usage, parce qu'il mesure le monde. On appelle ça asset tracking. Dans nos villes, donc l'énergie électrique est une ressource fondamentale. On a besoin de mesurer les équipements les plus énergivores, et ça dans les endroits les plus confinés. Et l'IoT peut optimiser en fait ce cas d'usage également, parce qu'il mesure le monde. On appelle ça asset metering. Sur nos chantiers, donc une étude dit qu'une machine équivaut à la force de travail de 100 hommes. Donc vous voyez l'enjeu derrière de la maintenance et de l'entretien de ces machines-là. Donc on a besoin de savoir le taux d'occupation de ces machines et pour en prédire la maintenance. Donc l'IoT peut aider sur ce cas d'usage parce qu'il mesure le monde. On appelle ça asset monitoring. Dernier exemple. Dans nos champs, l'eau est une ressource clé. Les agriculteurs, ils ont besoin, pour des raisons qui sont assez évidentes, économiques, environnementales, de préserver l'eau. Et en fait, l'IoT, il peut également aider sur ce cas d'usage. Parce qu'il mesure le monde, moi j'appelle ça plutôt le bon sens. Donc je vous amène à prendre juste un petit peu de recul sur ce que je viens de dire. Dans 10 ans, la connectivité elle va radicalement évoluer. Alors je ne dis pas que l'IoT va changer le monde, loin de là. Mais je pense que conjugué à une volonté politique et entrepreneuriale, l'IoT va être un service qui va être incontournable. Et c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. Donc si vous l'avez compris, aujourd'hui, l'accès aux données est quasi illimité. Il y a des milliers de use cases, de cas d'usage à créer. Et c'est pour ça que nous considérons que c'est la fin du début. Et donc, pour répondre à la question qui est comment est-ce qu'on transforme en réalité tous les cas d'usage auxquels vous pensez, eh bien, j'invite Bertrand et Simon qui sont ici. Je vous demande de les applaudir chaleureusement pour l'entrée. Merci. Alors ces 10 dernières années, Internet a complètement changé nos vies. On se souvient tous comment on rentrait de soirée avant, comment on consommait, comment et où on partait en vacances le week-end. On se rend compte que nos habitudes aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. Et tout ça a changé très rapidement. Hop. Ces changements, ils n'ont pas été opérés ni par le secteur public, ni par des associations, ni par les acteurs historiques qui peu à peu au fil des années se sont diversifiés. Ils ont été réalisés par des entrepreneurs qui ont porté une vision ambitieuse, qui ont cru en l'impossible et qui sont allés chercher une croissance exponentielle. Tout ça, ils l'ont fait en créant des structures, des organisations hyper agiles qui ont été concentrées sur la résolution d'un seul problème et qui ont pu lever beaucoup d'argent. Ces structures-là, on appelle ça les startups. Alors les startups, ce n'est pas forcément des jeunes dans un garage qui font de l'innovation hyper technologique. C'est une structure hyper agile, concentrée sur la résolution d'un seul problème et qui est un modèle de croissance exponentielle. Alors on parle beaucoup de start-up et c'est dans les médias, on en parle et des fois on peut se poser la question, est-ce que c'est pas une mode ou est-ce que c'est pas une bulle? Quelques chiffres. 15 000. 15 000, c'est le nombre de start-up en France aujourd'hui. 2,3 contre 3,2. C'est le nombre de milliards qui ont été investis dans les start-up françaises en 2017 et en 2018. 400 000. 400 000, c'est le nombre d'emplois dans le numérique d'ici 2022 en France. Ces chiffres montrent une seule chose. On est face à une vraie révolution. Alors, depuis la création de l'IoT Valley, on a pu apprendre pas mal de choses sur le chemin. Et il y a 2-3 trucs dont on voulait vous partager aujourd'hui. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore un amalgame très présent entre le hardware, c'est-à-dire le capteur, le produit physique, et l'IoT.
Cet amalgame, il a été largement véhiculé par tous les événements start-up, notamment le CES, qui est le plus gros événement start-up mondial, où les start-up vont fièrement présenter leurs produits physiques, leurs capteurs, leurs drones, leurs robots. Et pourtant, on s'est rendu compte que les start-up IoT les plus successful, celles qui ont eu le plus de succès, ont concentré toute leur intelligence sur leur software plutôt que sur leur hardware. Parce que comme Arnold vous le présentait tout à l'heure, l'IoT, c'est une donnée terrain qui remonte vers une plateforme métier pour délivrer un service. La seconde chose qu'on voulait partager avec vous, c'est très simple, c'est que sans focus, il est impossible de percer. Avec des ressources limitées, les startups s'essoufflent en essayant d'avoir plusieurs marchés ou des propositions de valeur peu claires. C'est très simple. En étant expert de tout, on ne vend rien à personne. Quand on a démarré l'IoT Valley avec Bertrand, on a commencé par appeler 300 entrepreneurs IoT un peu partout dans le monde. Il y a deux choses qui nous ont principalement marqués. La première, c'est qu'en Europe, on est face à une génération de primo-entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui créent leur première start-up. Et la seconde, c'est qu'il y a un gap culturel énorme entre les entrepreneurs aux États-Unis et ceux en Europe. En France, par exemple, quand on finit ses études, on va faire un master innovation pour créer sa boîte. Aux US, on crée sa boîte. En France, quand on veut rencontrer les entrepreneurs, on allume BFM Business. Aux États-Unis, on en a déjà 5 dans la famille. Donc ça, c'est quelque chose dont on se doutait, qu'on savait, mais c'est surtout ce qui nous a conforté dans l'idée du fait que si on veut vraiment voir éclore l'IoT un peu partout dans le monde, il fallait commencer par créer une structure d'accompagnement pour les entrepreneurs hyper pertinente. Alors ces startups qui réussissent sont dans des écosystèmes. Et ces écosystèmes ont 3 grandes choses en commun. Elles ont l'argent, du savoir-faire et un fort esprit de rébellion. L'argent aujourd'hui, on l'a. Le savoir-faire, on a réussi à l'avoir petit à petit. L'esprit de rébellion, on l'a toujours eu. Des fois, bien comme il faut. Pourquoi on en a besoin? C'est très simple, c'est que sans argent, on ne peut pas avoir d'ambition. Sans savoir-faire, on ne peut pas avoir de projet. Et sans esprit d'ambition, sans esprit de rébellion, on ne peut pas avoir d'impact. Alors aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Un train qui est en jeu. Des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu, mais c'est aussi notre souveraineté européenne. Et cette industrie, elle peut faire ça. Elle peut changer ça, et on va vous montrer comment nous, à la IoT Valley, on va y contribuer en la créant. Alors maintenant, on va vous présenter notre modèle. C'est un modèle de Startup Studio où on ne va pas se contenter d'accompagner des startups, mais on va aussi les créer. Et ce modèle-là, auquel on croit, il va permettre de rendre possible cette révolution IoT, comme l'a fait la Silicon Valley dans les années 90 avec Internet. Tout commence avec un bon problème. Einstein aurait dit, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à l'étudier et seulement 5 minutes à le résoudre. Et nous sommes complètement d'accord avec lui. Il faut être intime avec le problème. Il faut le connaître dans ses moindres détails pour le résoudre. À l'IoT Valley, nous avons organisé des dizaines de journées d'étonnement où avec nos équipes, les équipes de nos partenaires, nous allons sur site, dans les usines, dans les services, comprendre au plus proche cette problématique-là. Nous avons aussi notre seconde carte secrète, Ludovic Lemohan, le CEO de Sigfox, qui après avoir fait plusieurs tours du monde dans les 2 dernières années, a pu rencontrer des centaines de personnes et a des idées tout le temps. À partir du moment où on a identifié la problématique, on va s'assurer que le marché est suffisamment gros pour créer une belle boîte. Pour ça, c'est simple, on fait une analyse et on regarde s'il y a au minimum 1000 clients potentiels en France. Si on a moins, on arrête là. Si on a plus, on continue. Ensuite, on va construire un prototype. Donc pour ça, on commence par designer la plateforme la plus ergonomique possible. Ensuite, on va assembler les briques technologiques qu'on a déjà construites à l'IoT Valley pour créer cette plateforme. Et enfin, on va aller acheter les capteurs sur étagère. Tout ce process-là, nous, à l'IoT Valley, on arrive à le faire en moins de 2 mois. Alors, avoir un prototype, Simon, c'est bien. Vendre, c'est quand même beaucoup mieux. Les startups et les ETI ont une différence culturelle assez importante et des fois, il peut y avoir des petits décalages, des fois temporels. Mais nous, à l'IoT Valley, on est convaincus que les ETI et les startups ont un destin commun. C'est pour cela que nous avons recruté et formé la meilleure équipe possible pour aider les ETI à travailler avec les startups avec les ETI. C'est notre petit unfair advantage, on avance avec eux. Notre ambition,
maximiser les chances de réussite dans ces collaborations? Alors vendre, c'est facile, mais recruter les meilleurs talents, c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est le cœur de notre modèle. C'est aller chercher ces fondateurs qui vont créer les boîtes, aller dénicher ces forts potentiels entrepreneurs et les mettre en action. Ensuite, on leur donne accès à une boîte à outils de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on va les aider à setter tous les outils administratifs, financiers, légaux, business, créer même leur image de marque dès le premier jour pour leur faire gagner un maximum de temps et qu'ils soient opérationnels rapidement. Alors, une start-up qui a 10 clients, c'est mignon, c'est sympa. Une start-up qui en a 200, ça commence à devenir vraiment intéressant. Nous, à la UT Valley, on a réussi avec notre partenaire, le CEATEC, à avoir le French Tech Seed, à être labellisé French Tech Seed. Ça veut dire qu'en 2020, on va pouvoir investir 2,5 millions d'euros dans 10 startups. 2,5 millions. Nous organisons 50 délégations de comités de direction d'ETI de toute la France pour leur faire découvrir l'IoT et nos startups. Et parce que sans équipe de choc, impossible de réaliser l'impossible, nous aidons les entreprises, nos startups, à recruter leurs premiers salariés de 30 à 40 personnes. Alors après 4 ans d'itération, le voici notre modèle, le modèle de l'IoT Valley, le modèle d'un startup studio qui est capable de créer 10 startups par an sur des vraies problématiques métiers et d'amener ces entreprises à 500 000 € de chiffre d'affaires en moins de 18 mois. Donc ces 4 dernières années, ouais, vous l'avez compris, on a itéré pour arriver à ce modèle-là. Pour nous, c'est la fin du début. Mais il nous reste notre plus grand problème, la plus grande difficulté, recruter les pépites humaines qui vont prendre les risques, se lancer dans l'aventure pour créer ces startups. Et pour ça, nous avons le plaisir d'inviter sur scène David et Jean-Jacques qui vont nous présenter notre dernière carte. Merci à tous. Eh bien, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Jacques Bois. J'ai fondé Nanolike en 2012. À l'époque, j'étais plus jeune et je me rasais. J'ai créé Nanolike, une société en sortant de l'école, parce que j'avais fait beaucoup de stages dans plein de boîtes différentes, ETI, petites boîtes, labos, et j'avais vu plein de trucs, et ce que je voulais faire plus tard dans ma vie, c'est surtout pas ça. Et alors, je avais envie de changer les choses, sauf que j'avais absolument aucune idée de ce que c'était de monter une start-up, surtout qu'en 2010, 2012, il y avait encore beaucoup moins de choses dans le domaine des startups. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti comme ça, on l'a démarré. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'a priori, on a survécu. Mais j'imagine même pas pour des gens qui, peut-être comme vous dans la salle, après 5 ans, 10 ans, 20 ans de boîte dans un domaine, ont envie de passer le cap, de monter une boîte, parce que je pense qu'on ne sait pas forcément plus ce que c'est, et il y a peut-être encore plus d'enjeux que quand on sort de l'école et que finalement le risque, quand on est jeune, on ne le voit pas. Effectivement, en fait, monter une start-up, c'est pas tout rose. Et un jour, un grand sage m'a dit, j'ai dû noter parce que j'ai pas encore le... Tant que les lions n'auront pas raconté les histoires de la chasse, les chasseurs resteront les héros de la chasse. Ça laisse à réfléchir. Donc monter une boîte, c'est pas facile, une start-up c'est pas tout rose, ça paraît beau sur les réseaux sociaux, on aime se faire briller en société, mais en fait dans la vraie vie c'est compliqué. Il faut trouver des clients, il faut trouver un business model, répondre à un vrai problème auquel des gens vont pouvoir adhérer et acheter la solution. Il va falloir monter une équipe, recruter, tout ça dans un contexte d'incertitude la plus totale, puisque 95% des startups meurent avant 5 ans. 95% des startups sont mortes avant d'atteindre leurs 5 ans. Rien que moi, chez Scénario, en moins de 6 ans, j'ai vécu des situations hyper extrêmes. Par exemple, se retrouver avec 89 € sur le compte en banque un 25 décembre. Par exemple, se retrouver à lancer un plan de recrutement de 25 salariés alors qu'on ne sait même pas si on va pouvoir les payer à la fin du mois. Bref, ce genre de situation, c'est des situations qu'on rencontre tous les jours dans la start-up et on aimerait que les entrepreneurs qui vont se lancer demain découvrent ces problèmes et soient conscients de ces problèmes avant de créer la start-up. Et c'est pour ça qu'on a trouvé une solution. Alors, on a beaucoup travaillé parce que quand on veut monter une start-up, la première étape, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Il faut savoir, est-ce que je suis fait pour ça ? Alors là, vous avez des super questionnaires sur le site de la CCI, je vous invite à ne pas les faire, ça ne sert à rien. Vous avez plein de gens qui vont vous expliquer, il y a plein de bouquins, mais en fait, ce qu'il faut
travailler, c'est sur vous-même. Donc il y a un gros travail d'introspection. Ça s'improvise pas. Et ce qu'il faut aussi, c'est idéalement savoir à quoi on s'attend. Et c'est pour ça qu'à l'IoT Valley, ça fait 6 ans qu'on travaille sur l'accompagnement des startups. On les accélère, on les permet de se développer, on leur permet de lever de l'argent. Et ce qui nous manquait, c'était la petite carte secrète dont parlait Bertrand. Ce qui nous manquait, c'était la formation qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est une startup et comment ça marche. Alors cette solution, c'est une formation qui est 100% gratuite puisque financée à 100% par le CPF. Elle est dispensée par 2 stars entrepreneurs, Aram Attar qui a 20 ans de métier dans le venture capital, donc dans l'investissement dans les startups, et Florian Pignal qui est CTO cofondateur de Drust et qui est actuellement en charge de l'accélération et la création des startups dans l'IoT Valley. Une formation, 2 stars, 3 jours pour apprendre comment monter une startup. 1, 2, 3, qu'est-ce qui vient après? Soleil, oh, on est à Toulouse quand même. Non, en fait, ces 3 jours-là, ces 3 jours-là de formation, le premier jour, ça va être quoi? Qu'est-ce que c'est une start-up? Qu'est-ce qu'on met derrière? Comment ça marche? Quel est le modèle? Parce que ici, pas sûr qu'on soit tous d'accord sur le sujet. Deuxième sujet, comment on identifie une opportunité marché? Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, il y a plein de clients qui ont des bons problèmes, mais ils ne mènent pas tous à une boîte viable. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est le business. Et la dernière, parce que c'est la figure imposée quand on monte une start-up, tôt ou tard, il faut venir sur une scène devant des investisseurs, devant des banquiers, peu importe, devant des clients. Il faut savoir convaincre. Et la troisième journée, c'est l'art du pitch deck. Alors, si aujourd'hui vous êtes chaud, on va faire quelque chose qui est complètement incroyable, du jamais vu à la IoT Valley. Une nouvelle fois, on va vous impressionner aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, on va vous offrir à tous, alors tous ceux qui ont la chance d'être assis sur une chaise, on va offrir aujourd'hui 660 jours de formation à l'entrepreneuriat. Si vous vous baissez, sous votre chaise, vous trouverez tous une enveloppe qui va vous permettre d'accéder à ces jours gratuits et à nous rejoindre à la IoT Valley. Donc si vous êtes chaud, baissez-vous, prenez l'étiquette et on se retrouve en décembre pour la première session à la IoT Valley. Rendez-vous en décembre et à bientôt les entrepreneurs. Merci. Bonjour à tous, je suis Pierre-Olivier Bessol, CIO d'Ubigreen. On a plein d'Ubigreen là. Et également vice-président de l'IoT Valley. Alors maintenant qu'on a 350 entrepreneurs de plus qui vont nous rejoindre très prochainement, il nous faut un lieu. Où allons-nous atterrir dans 2 ans ? C'est un projet sur lequel on travaille déjà depuis 2 ans, qui a fait couler pas mal d'encre sur le sujet. Et avant de vous parler effectivement de ce projet, je vais reprendre le début du début. Parce que le début du début, c'est il y a 10 ans. 10 ans, donc 2009, 3 entrepreneurs un peu fous. Oui, il fallait être fou quand même pour lancer tout ça il y a 10 ans. Alors, pas dans un garage, hein, comme le disait Arnaud tout à l'heure, mais dans un incubateur qui est juste derrière nous. Alors, c'est le début. Hein, il se rappelle du bruit de la ligne électrique qui se passe au-dessus. Il faut repeindre les murs, abattre des cloisons. Mais tout de suite, ces entrepreneurs se disent, oui, on a vraiment besoin d'un lieu. C'est-à-dire qu'ils ont déjà la conviction qu'il faut un lieu pour grandir ensemble et faire des choses différentes. Un lieu où on va partager les succès, les galères, on va commencer à faire des apéros ensemble, on va créer une dynamique d'équipe entre entreprises. Et puis ce lieu, du coup, va plaire, hein, va attirer. On va passer à l'IoT 1, qui est un petit peu plus loin, où il y aura notre belle soirée ce soir. Hein, je vous rappelle, soyez ponctuels, 19h30 avec plein de surprises. Et donc, on va se dire, tiens, ok, une dizaine de startups arrivent, on commence à être une centaine de personnes, on va bootstrapper, c'est-à-dire modéliser, mettre en pilote le modèle de l'IoT Valley en se disant comment est-ce qu'on peut le financer, comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner, parce que c'est pas juste, vous voyez, un empilement de startups qui partagent ou qui se croisent à l'ascenseur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable de créer une vraie dynamique et pas juste se situer dans un coworking, dans un bâtiment et partager le parking, le café dans des premiers lieux qu'on fait. Alors c'est les premières soirées, c'est les premières Innovation Day, hein, qui était le nom de notre événement annuel il y a 10 ans. On commence à avoir une vraie dynamique, puis ça demande de plus en plus de travail. Donc on prend conscience là qu'il nous faut une équipe, qu'il nous faut une animation, hein, parce que tous les entrepreneurs qui faisaient ça de manière bénévole ont quand même un job à côté et 2-3 trucs à faire. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'une équipe,
une équipe qui, je vous le rappelle aujourd'hui, est constituée de 35 personnes qui font tourner l'IoT Valley et toutes les activités aujourd'hui à l'IoT Valley. Et donc, on va rapidement attirer. Rapidement, on va être plein, il va falloir garder nos startups, donc on va travailler avec nos partenaires, Sicoval en particulier, pour arriver au bâtiment 2, qui est juste derrière vous, où vous retrouverez le showroom avec toutes nos startups, hein, vous n'hésitez pas à y passer. Et donc c'est intéressant parce qu'on arrive, et là on a un choc, parce qu'on arrive dans un bâtiment où il n'y a que des couloirs qui font 1 mètre de large, que des box, vous voyez, des cages à lapins les unes après les autres. Et on ne s'y retrouve vraiment pas. Donc la première chose qu'on fait, on casse tout. Donc on casse tout et on se dit, tiens, on part de la feuille blanche, c'est le bon moment pour bootstrapper, donc mettre en pilote, modéliser ce que sera le modèle immobilier de notre activité. Alors on réfléchit justement au flux, comment on se croise, comment on vit à côté, comment on fait qu'on se croise en permanence. Alors il y a des choses qui marchent un peu moins bien, mais on va développer tout ça. Donc c'est l'ambiance que vous verrez, hein, l'énergie que vous verrez dans ce bâtiment 2, c'est quelque chose qu'on a vraiment modélisé, testé. Et puis ça fonctionne bien puisque effectivement on commence à créer une vraie animation, une vraie dynamique d'écosystème sur le sujet. On commence à donner de l'importance au mot écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est plus que des startups dans ce bâtiment-là. On est des startups, une école, bientôt 2, des grands groupes, des ETI, et tout ça, cet écosystème vit et grandit ensemble. Et donc, fort de ce succès, on s'étend petit à petit. Donc le bâtiment 3, où vous êtes passé à l'accueil, qui est le dernier bâtiment qu'on a rajouté dans ce même modèle, pour être capable de supporter la croissance de nos startups. Hein, parce qu'on a un vrai modèle qui est différent de tout ce qui peut se faire sur le marché. C'est-à-dire qu'on est une startup, on grandit. Lorsqu'on a passé 6 mois, 9 mois, lorsqu'on est passé par l'accélérateur, on ne nous met pas à la porte pour aller chercher des locaux plus traditionnels par ailleurs. On reste dans cet écosystème. Parce que rester dans l'écosystème, c'est partager avec l'écosystème, et c'est partager dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que les plus anciens apportent aux plus jeunes, entrepreneurs, hein, je dis, mais également les plus jeunes apportent un dynamisme de la nouveauté, des nouvelles idées qu'on va pouvoir intégrer. Donc c'est vraiment quelque chose de vertueux qu'on a construit autour de tout ça. Et aujourd'hui, donc ce troisième bâtiment où on commence effectivement à atteindre nos limites, donc c'est 700 personnes hein, sur les 3 bâtiments. On a 13 000 m² à peu près sur les 3 bâtiments, 700 personnes, 40 startups, avec une croissance constante hein, de 25% par an à peu près de nos effectifs. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et forcément, on se dit, tiens, ça marche bien. On a validé un modèle économique de fonctionnement. On a validé un modèle immobilier. Il est temps de grandir, de scaler. Et on va travailler avec nos partenaires, justement, et ça fait quasiment 2 ans hein, qu'on travaille sur les études en amont, etc., sur le futur projet immobilier, c'est-à-dire l'IoT Valley, qui nous accueillera en 2022. Nos partenaires, c'est la région, bien entendu, c'est le Sicoval. Hier, et c'est une primeur, hein, Carole Delga, présidente de la région, est venue annoncer à l'IoT Valley hier après-midi en conférence de presse que tout le financement de cet immobilier avait été validé, donc 42 millions d'euros investis dans le bâtiment pour faire de ce campus le plus grand campus IoT au monde, je dirais, hein, tout à fait, IoT B2B au monde, et qui ouvrira ses portes au plus tard, premier trimestre 2022. Donc voilà des premières images, donc un grand campus. Alors ce campus, pour que vous le situiez, il est juste en face, dans les champs qui sont en face de l'IoT 1. Il sera desservi par la station qui, c'est une première, on vous l'annonce aussi, s'appellera IoT Valley. Oui. Et c'est l'IoT d'aujourd'hui, mais en plus grand, en plus fort, en plus intégré, avec effectivement la volonté aussi d'en faire un living lab, c'est-à-dire qu'on n'aura pas juste un petit showroom dans un coin qu'on animera, etc., mais on a une vraie volonté que toutes les technologies de nos startups soient déployées dans l'ensemble du bâtiment. C'est-à-dire que le showroom permanent, vivant, sera le bâtiment et la vie dans le bâtiment en tant que tel. Donc on est déjà en train de travailler sur ces sujets-là. Donc un bâtiment très très modulaire, évolutif, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé avec l'architecte Jean-Paul Viguier et ses associés à ce que ce bâtiment soit évolutif, parce que tout évolue. On a besoin, vous savez, en fonction de la croissance des startups, de grandir, parfois de rapetir. On a besoin d'ateliers, puis de bureaux. On a besoin d'accueillir des partenaires qui grandissent eux aussi. Donc c'est une architecture qui permet cette expansion.
et qui permet de, encore une fois, vivre ensemble avec des populations très différentes, des étudiants, des personnes de grands groupes ou de TI qui viennent, des jeunes, des moins jeunes, des barbus, des pas barbus. Tout ce monde fonctionne ensemble et fait évoluer l'IoT Valley. Alors, l'IoT Valley, ça sera un bâtiment très particulier, hein, c'est-à-dire que ça ne sera pas une barre de 6 étages, noir et rouge, pas du tout ça en termes d'architecture. Ça ne sera pas non plus un cube gris, duquel on ne voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur, on se demande d'ailleurs où est l'entrée, on ne voit pas trop, c'est un peu secret. Alors je vous rassure, ça ne sera pas un cornichon non plus, hein, il aura une forme quand même tout à fait conventionnelle, mais ça sera, et ça a été travaillé dans ce sens-là, un bâtiment qui sera ouvert vers l'extérieur. Donc énormément de terrasses, hein, donc sur les 6 étages du bâtiment, 6 étages ça fait beaucoup, hein, c'est-à-dire que pour vous représenter la barre Berger-Lovreau noir et rouge, c'est 6 étages. Donc là c'est 6 étages, mais répartis sur 10 000 m², et donc beaucoup de services internes, salle de sport, salle de conférence, une belle salle de sport, hein, de 250 m², beaucoup de partage, de moments, d'endroits de partage, d'échange, et puis bien sûr progressivement dans le bâtiment, des endroits un peu plus privés, parce qu'il y a quand même besoin de parties un peu plus privées au niveau du bâtiment. Alors ce bâtiment, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, se veut être un living lab. Donc aujourd'hui, il y aura 20 000 m². Donc notre objectif d'ici 2 ans, c'est d'être 100 startups. Aujourd'hui, on est 40. 100 startups dans ce bâtiment. Et d'y intégrer également tous nos partenaires, grands comptes, ETI, qui voudraient faire partie de l'aventure. C'est vraiment ça le message. C'est-à-dire que ce bâtiment, c'est notre projet à IoT Valley, mais c'est également le vôtre. Donc on ouvre aussi les candidatures. Alors vous n'avez pas un deuxième papier sous les chaises, hein, mais vous pouvez contacter à l'IoT Valley si vous souhaitez faire partie du projet. Faire partie du projet, c'est intégrer le bâtiment, c'est partager vos technologies, intégrer vos technologies dans le bâtiment pour vraiment en faire un fer de lance de l'IoT au niveau mondial. D'accord ? Et ça, c'est une étape du coup, que l'on atteindra début 2022. Alors, en termes de date, la construction sera finalisée fin 2021 et donc une mise en service à peu près au premier trimestre 2022. Mais ce n'est qu'une étape, comme on le disait et comme on le répète, hein, on n'en est qu'à la fin du début. C'est un premier lot donc, qui est sur la partie basse de 1 hectare. Et on travaille déjà avec les partenaires, hein, la région, le SICOVAL, à planifier et organiser l'extension de ce campus sur 8 hectares. Donc ils vont remonter jusqu'à quasiment en phase de carrefour, d'accord, en 3 tranches, d'accord, qui intégreront bien sûr le bâtiment premier, mais qui seront connectés avec l'ensemble des bâtiments. Donc 3 tranches, mais également des bâtiments de service. On est en train de finaliser aussi, la région est en train de finaliser aussi la construction juste à côté d'un hôtel, de restaurants, etc., pour créer une vraie dynamique globale sur cet espace-là. Donc vous l'avez compris, ce n'est que la fin du début. Vous pouvez participer au projet. Et pour vous raconter la suite de l'aventure, je vais accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, notre président, Ludovic. Merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est une équipe formidable, avec un super vice-président et tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, cette énergie-là que vous allez pouvoir vivre pendant cette journée jusqu'à ce soir avec le feu d'artifice. Non, il n'y aura pas de feu d'artifice, on ne peut plus le faire. Mais ça va être pareil, ça va être un feu d'artifice de couleurs dans vos assiettes. Parce qu'en fait, ce projet-là, et le thème de cette journée, c'est la créativité. On a fait la résilience, on a fait le risque, on a fait l'ambition. Et tout ça, c'est les valeurs qui nous animent. On est là que pour ça, parce que les entreprises qu'on crée, si elles sont là encore aujourd'hui, si elles se développent, c'est parce qu'on essaie d'incarner ça. On essaie de donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est important d'abord de mettre ça au centre. L'entreprise est un moyen de donner de la dimension à ce sens. On n'est pas là juste pour gagner de l'argent ou pour développer l'entreprise. Économiquement, on est là aussi pour du rôle social. On abordera pendant cette journée-là ce qu'on essaye de faire aussi pour créer des passerelles entre les personnes âgées, les personnes qui sont en situation difficile parce qu'ils ont été un petit peu loin du digital. On est là pour faire tout ça. Donc on est là
quand on a créé, que tu as dit PO, il y a 9 ans, cette IoT Valley, alors qui s'appelait TIC Valley, c'est quand même une équipe de collaborateurs qui sont mis à cette époque-là. Ils ont pris j'en faisais partie. On s'est mis en bleu de travail. On a acheté de la peinture blanche chez Casto. Puis on s'est mis à peindre 30 mètres carrés. Puis on a marqué dessus à l'époque TIC Valley. On aurait pu mettre IoT Valley, mais on n'était pas encore mûr. Et puis depuis ce moment-là, on n'a pas cessé d'apprendre. Et la présentation que vous avez montrée tout à l'heure, Bertrand et Simon, sur ce processus pour créer l'entrepreneuriat, pour créer des entreprises, pour aider les entrepreneurs à développer leurs idées. Ça paraît rien quand vous voyez sur un slide, mais c'est 4 ans d'itération, c'est un travail colossal. Et je pense que je les félicite parce que c'est vraiment, pour moi, un travail remarquable. Et après, l'IoT. L'IoT, on est là parce que je pense qu'on est dans un monde... Alors, ils m'ont piqué mes idées parce que l'histoire du pétrole, de l'extraction du pétrole et la comparaison avec la donnée, c'est quelque chose que j'utilise parce que c'est pas évident. Vous avez vu la première vidéo en 95, 96, l'Internet c'était quoi, l'IoT c'est quoi aujourd'hui. C'est un peu abscon pour les gens, mais je peux vous dire quelque chose, c'est que ça va devenir quelque chose de colossal. Ça va transformer nos vies. Et pour la première fois, chez nous, en France, en Europe, on peut être les leaders de ce domaine-là et créer nos WhatsApp, nos Snapchat, etc. Ici, à l'IoT Valley, il y aura plein de sociétés qui vont prendre cette opportunité au bon, et aujourd'hui les premiers. Et ça, c'est colossal. Alors j'aime de temps en temps faire un petit peu de digression par rapport à notre monde qui a tendance à être réel. Tout à l'heure, on a vu une super panel sur le biomimétisme. Donc c'est comment regarder autour de nous, observer le monde qui nous entoure et essayer d'en comprendre ses fonctionnements et peut-être continuer à améliorer notre quotidien. On peut aller encore plus loin. C'est aller jusqu'à observer tellement loin, tellement faire comme un microscope, aller tellement zoomer, tellement loin, de s'apercevoir qu'on n'existe pas. Et ça, c'est quelque part l'image ultime de l'IoT Valley, c'est que il y a un scientifique, psychologue, psychanalyste qui a écrit un article, un bouquin récemment hyper intéressant qui s'appelle Nick Shatter, en disant que le cerveau était plat. Et que tout ce que fait notre cerveau, c'est se créer une illusion. Là, quand on se voit dans cette salle, on a l'impression d'être ensemble, mais c'est notre cerveau qui crée cette illusion, qui prend plein de petits spots en temps réel, très très vite, et il crée des images. Nos sentiments sont des images, liées à ce qu'on ressent, à niveau d'adrénaline, la température, donc tout ça, c'est le cerveau, il crée des images, il crée des illusions. Et donc ça, on fait avec, mais pour réfléchir, pour dormir dessus cette nuit, et pour essayer d'imaginer ce que sera peut-être le monde demain, c'est que imaginez que nos yeux ne savent pas se détacher du réel. Les caméras, les senseurs, les capteurs qu'on a autour de nous peuvent voir le monde différemment de nous. Alors, plus on va améliorer l'Internet des objets, plus on va réduire le coût d'acquisition des données, jusqu'à quasiment l'amener vers zéro. À ce moment-là, tout ce qui nous entoure, tous les capteurs, tout le monde physique, va se retrouver projeté dans le cloud. Et le cloud, il n'a pas le biais de notre cerveau, qui lui a tendance à construire un modèle sur lequel on est basé, mais lui, on peut lui donner un modèle différent. Et peut-être qu'à ce moment-là, le cloud, lui, va regarder le monde différemment de nous, et va s'apercevoir que finalement la réalité qu'on croit être ne l'est pas. Donc c'est ça, pour moi, la finalité de l'IoT à terme, c'est une espèce d'asymptote. Et il y a eu Einstein qui a fait sa révolution avec la théorie de la relativité générale. Peut-être que l'IoT Valley, ce qu'on fait tous ensemble, année après année, on va démontrer qu'on n'existe pas, qu'on vit dans un monde virtuel. Nous sommes des avatars d'un monde virtuel, et là, à ce moment-là, une autre philosophie, une autre psychologie, peut-être autre chose va naître de ça. Donc ça vous paraît perché, mais quelque part, c'est parce que aussi on a cette volonté de pousser des limites, penser en dehors de la boîte. Ce que je vous ai dit maintenant est peut-être faux. Ça peut être très angoissant pour des personnes de se dire « j'existe pas ». Je peux comprendre que c'est pas simple à se projeter. Mais quelque part, c'est l'essence de cette association. On est toujours en train d'essayer d'imaginer le monde autrement. C'est parce qu'on imagine autrement, à l'instar du biomimétisme, qu'on essaie qu'on a cette énergie, cette volonté, et qu'on va créer ces fameux Snapchat, ces WhatsApp, toutes les startups qui sont les 40, les 100 demain. J'aime pas parler de chiffres parce que c'est souvent des chiffres qu'on lance comme ça à la volée. On avance honnêtement avec beaucoup de pragmatisme, avec beaucoup de bon sens paysan. J'aime à dire que le bon sens paysan, pour moi, c'est ce qui donne animé, c'est le fait de partager. Et j'aurais un mot, une fin à vous pour conclure ce petit débat, et on aura l'occasion peut-être de se croiser. Je vous souhaite à tous bonheur, santé,
sexe et chaleur.